pour vous, pourquoi y a-t-il une haine anti-flic, puisqu'on voit que seulement 43% des Français font confiance aux forces de l'ordre? Comment vous expliquez ça? Écoutez, moi je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui aime sa police. Simplement, elle ne le dit pas. Vous savez, il y a une dégradation du climat social, on le voit depuis des mois, voire des années, qui engendre aussi une radicalisation de la violence anti-policier. On le constate depuis les manifestations très dures qu'on a vues le 1er, le 8 décembre 2018, le 26 mars 2019, où il y a une recrudescence dans la haine et sur des personnes qui n'hésitent pas à aller à l'affrontement direct avec la police. Donc on est obligé d'user de coercition pour faire cesser les infractions et les délits. Et là, on est dans une spirale très inquiétante, c'est vrai. Vous êtes inquiet? On est très inquiet, surtout par rapport à l'épuisement des forces de l'ordre. Ça, j'en parlerai plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Monsieur Castaner, est-ce qu'il c'est un bon ministre de l'Intérieur? Je n'ai pas d'avis. Monsieur Castaner, à la base, c'est un homme politique. Voilà. Vous savez, il a récemment fait quelques déclarations en disant « Faites attention, il faut respecter la déontologie ». Ces déclarations-là, on ne les a pas entendues le 1er 8 décembre, lorsque le dernier rempart de la République, la police nationale, a maintenu la République en face, parce qu'il y avait tout de même des émeutes, et c'était vraiment un maintien de l'ordre très dur et très difficile, avec des centaines de collègues qui ont été blessés. Alors, vous avez chacun une question pour Rocco. Vous pouvez lui poser des questions vous aussi sur Twitter, puisque nous sommes en direct. Et dans un instant, vous aurez votre invité surprise. Qui veut démarrer? Bernard? Bernard, vas-y. Oui, moi d'abord, je défends la police. Parce que je crois que si jamais on ne les défend pas... Alors, il y a des brebis galeuses, on l'a dit, redit ici, effectivement, et pour une minorité, on dit la police se comporte mal, etc. Non, c'est pour une minorité. Il ne faut pas faire de généralité. C'est souvent le cas. Donc moi, je la défends, la police, tout simplement parce que si demain, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, s'il n'y a pas de maintien de l'ordre, c'est l'anarchie, on va où? On va où? C'est pas possible. Ma question, elle est simple. Est-ce que, quand on voit tous ces suicides, quand on voit toutes ces images... 56 suicides dans la police cette année. Est-ce qu'il y a toujours autant d'envie, vous pensez, chez des gens d'intégrer les policiers? Écoutez, le problème, c'est qu'il y a une démotivation au sein des troupes au jour d'aujourd'hui. Non, mais je ne parle même pas de ceux qui sont démotivés, et malheureusement, trop se suicident. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui ont envie toujours d'être policiers? Parce qu'il en faudra quand même. Il y en a. Heureusement qu'il y en a encore, parce que imaginons le scénario où il n'y en ait plus. Ça serait catastrophique. Il y a des collègues, il y a des personnes qui ont l'idéal de défendre la République, d'assister, de protéger les citoyens. Heureusement qu'il y en a encore. Et les écoles de police tournent. Il y a des personnes qui rentrent dans nos rangs aujourd'hui, encore. Alors, en 2019, 20 306 policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Jimmy? On a eu récemment le drame de Cédric Chouviat qui est mort, d'une fracture du larynx qui a entraîné une asphyxie dans un contexte de plaquage ventral. Oui. Il n'est pas le seul à être mort dans des conditions qu'on peut dire un peu particulières. La question, elle est toute simple. Faut-il interdire le plaquage ventral lors d'interpellations? Et sinon, combien de dérapages ou de bavures, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, va-t-on attendre avant cette interdiction? Alors, sur le plaquage ventral, c'est une technique qui est enseignée dans les écoles de police, dans ce qu'on appelle les GTPI, les gestes techniques professionnels d'intervention. Le plaquage ventral, il est borné. On utilise un plaquage ventral lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre à une interpellation, par exemple. Il y a la commission d'un délit. Pour menotter quelqu'un qui ne veut pas cesser de menotter, debout, vous ne pouvez pas le faire. Sur le dos, vous ne pouvez pas le faire. Il faut le plaquage ventral. Et au-delà du plaquage ventral, où personne n'en parle bizarrement, c'est qu'effectivement, pour ramener le plaquage ventral, il y a souvent une technique d'étranglement pour amener au sol. Donc le plaquage ventral, on me dit, oui, mais aux États-Unis, il est interdit. Bien sûr, parce qu'aux États-Unis, on tase. On prend le taser, voilà, ils ne font pas de détails. On tase. Nous, on utilise très peu le taser, c'est le plaquage ventral. Il y a des centaines de plaquages ventraux tous les jours sur des interpellations et ça se passe bien. Là, sur le monsieur Chouviat... Oui, mais c'est drame, on ne peut pas cautionner ne serait-ce qu'un seul mort, c'est un mort. Je ne cautionne pas un mort. Monsieur Chouviat, déjà, un mort, c'est à déplorer, quel qu'il soit. Oui, du côté de la police... Ce que je regrette, c'est que monsieur Chouviat ne se soit pas soumis au contrôle lorsqu'il y a eu ce contrôle. Qu'est-ce que vous en vous attendez que s'il s'était laissé faire, il serait encore en vie, car c'est de sa faute s'il est mort, car... C'est pas de sa faute s'il est mort, mais s'il s'était laissé faire, il serait encore en vie. Il aurait eu son PV et il serait parti. Voilà, je suis désolé. On a eu le témoignage. On ne peut pas dire ça. Là, il y a une enquête. Là, on rentre dans l'enquête. D'accord, mais dans ce contexte très particulier, où, comme Bernard l'a dit, on aime la police, on a besoin de la police et d'une police vertueuse. Les gens, quand ils allument leur télé, qu'ils voient les images terribles de cet homme à terre, avec 3 policiers sur lui, vous ne pouvez pas dire que il aurait dû se laisser faire. Vous savez, monsieur, les images, elles forgent l'opinion. Et quand on montre des images ou des vidéos, il faut tout montrer. Le problème, c'est qu'on montre 3 secondes de vidéo et on ne montre pas ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé La dérive, elle est là. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Vous avez vu les images, vous? Il avait un pistolet, il a menacé les policiers. Est-ce que vous avez des informations, Ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est quand il y a eu ce contrôle pour une infraction bénigne, ça je le reconnais, M. Chouviat ne s'est pas
il y a eu une procédure d'outrage, puisqu'il a insulté de tous les noms les collègues sont restés stoïques. Au bout d'un moment, ils ont dit, monsieur, il y a un outrage, on va vous interpeller. Il y a eu ensuite une rébellion, et ensuite, pour l'amener au sol, effectivement, il ne pouvait pas se mettre au sol. Il y a une enquête en cours sur cette mort-là, que je déplore. Je la déplore, attention. Hein. Après, on verra ce que donnera l'enquête. Selon Madame Chouvia, votre collègue, une des collègues qui a participé à l'interpellation, lui a dit qu'elle l'avait vu de ses yeux tomber tout seul. Bah, écoutez, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, mais c'est pas le cas. J'ai une autre version. Mais c'est pas le cas du tout, madame. Je peux vous garantir. Laurence, Non, mais je ne veux pas intervenir là. Non, il y a une enquête. Mais apparemment, l'explication de notamment l'arrivée au commissariat et tout ça n'a pas été confirmée. D'accord, bon, on verra ça. Donc, On verra, Je pense cette famille, bien entendu. la justice sur votre concours. On est extrêmement triste pour cette famille. On a eu, s'il vous plaît, on ne juge pas. Toi, tu as une version. Il y a une autre aussi qui existe. Il y a une enquête. Il y a une enquête, s'il vous plaît. Laurence et Raquel, en plus. Peu de respect pour la famille. Voilà, exactement. Respect pour la famille. On attend l'enquête et c'est vrai que c'est un drame qu'on a vécu en plus ici sur ce plateau avec le témoignage de la femme de Cédric Chouviat et de sa fille. Et c'est vrai que voilà, on attend l'enquête et on n'a pas envie de rajouter de l'huile sur le feu et de l'huile sur leur tristesse. Voilà, de rajouter de la tristesse à leur tristesse, puisque peut-être qu'ils nous regardent ce soir et qu'ils doivent être extrêmement tristes encore, bien entendu. Donc là, et d'entendre que s'il s'était laissé faire, il ne serait pas mort. Je pense que ce n'est pas acceptable dans la bouche. Monsieur, ce n'est pas audible. Vous vous rendez pas compte de ce que vous... Ne rajoutons pas de l'huile. Moi, il y a une question. Il y a une question qui vient de tomber. Bonsoir Cyril. J'espère qu'il y aura il y aura une question sur les mutilations et la justification de ces mutilations, justement de la part de certains syndicats de police. C'est Jérôme Rodriguez qui m'envoie cette question. Notre gilet jaune, il avait perdu un œil il y a un an maintenant. 26. Exactement. Alors, oui. voilà la question. Est-ce qu'il y aura il y aura toujours des mutilations et la justification de ces mutilations justement de la part de certains syndicats de police? Il parle de son cas. Regardez, Jérôme qui a perdu un œil il y a un an. On ne justifie rien du tout. D'accord. Sur les mutilations, par rapport à la personne qui avait ramassé une grenade, qui avait perdu sa main, une glie. Évident, il a ramassé cette grenade. Il ne fallait pas le faire, parce que c'est très dangereux. Mais nous, on n'est pas dans la justification là-dessus. Il y a des enquêtes en cours, la justice passera, et on verra ce qui arrivera, tout simplement. Raquel Garrido. Vous avez vu dans le cadre de la mobilisation des retraites que par secteur, les professionnels enlevaient leurs attributs, leurs uniformes pour les poser à terre. Donc on a vu les avocats, mes confrères les avocats déposer leurs robes, les ouvriers du mobilier national poser leurs outils, les inspecteurs du travail, leur code civil et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi arriver dans la police, qu'à un moment donné, face à cette situation, vous disiez vous-même que vous êtes en train de gérer une situation, un contexte politique en fait, et que vous êtes un rempart politique sous l'ordre de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait vous arriver aussi dans votre profession, que simplement, rejoignant les autres professions, vous déposiez vos matraques, vous déposiez vos casques, et est-ce que ça ne pourrait pas changer la situation? Alors, pas les uniformes. On a le respect de l'uniforme, qui représente, nous, les fonctionnaires, dépositaires de l'autorité publique. On ne le fera pas. Il est arrivé sur des mouvements de contestation, notamment en PJ, il y a quelques années, que les collègues aient déposé des armes symboliquement, à la préfecture, me semble-t-il, mais jamais l'uniforme. Parce que l'uniforme que nous portons, nous le respectons. Mais vous ne dites pas à un moment, on va dire ouais, stop, on en a marre, on arrête? Mais les collègues, ils en ont marre, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de collègues aujourd'hui, notamment qui font du maintien de l'ordre, qui sont en arrêt maladie, qui sont en burn-out. Il y a un épuisement des policiers, notamment des CRS et surtout des collègues des compagnies d'intervention que je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous savez, quand vous travaillez en cycle 4-2, vous avez 4 jours de travail, 2 jours de repos. Vous avez un week-end sur 6. Quand tous les week-ends, vous êtes rappelés. Vous n'avez plus de vie de famille. Vous avez une vie de famille déstructurée. Et là, ça commence à faire mal. Et le problème, c'est que là-dessus, les donneurs d'ordre, notamment à la direction de l'ordre public et de la circulation, doivent prendre conscience de cela. Vous savez, en dessous des uniformes, vous avez des êtres humains. Quand vous commencez à 6 h du matin, vous faites double vacation, vous finissez à 1 h du matin, le lendemain, et qu'ensuite, vous recommencez à travailler le lendemain matin, c'est pas tenable au bout d'un moment. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Alors, c'est pas le moment de justement
Oui, mais bon. pour être entendu, de déposer des armes. Bon, l'autre, elle appelle à la révolution encore. Bon, voilà, comme d'habitude. Là. Heureusement, Raquel, qui ne va pas déposer les armes. Non, mais la Eric révolution, Nolot, non. Cyril, la révolution ne m'a pas attendu pour être là. Je pense mais qu'on Raquel, peut regarder ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a jamais eu, on n'a jamais vu ce qu'on voit si les actuellement. policiers arrêtent de nous protéger. Tous les jours, il y a une profession nouvelle. Raquel, arrêtez. Vous êtes Raquel, vous êtes pour le chaos. Je suis désolé. Voilà, je vous le dis. Non. Je vous le dis. C'est Emmanuel Macron qui fout le chaos. Cyril, d'accord. Je vous le dis, vous, dans vos propos. Moi, je fais aucun chaos. Et chaque semaine, dans ce que vous montrez, vous êtes pour le chaos. Avocate et chroniqueuse à Balance ton poste. Donc, pour faire le chaos et la révolution, avocate et chroniqueuse à Balance ton poste, je ne sais pas qui va vous prendre. Eric Nolot. Oui, on entend beaucoup dire que les policiers laissent volontairement agir les casseurs ou même infiltrent les casseurs et se joignent à eux pour discréditer les manifestants. Et assis à la même place que vous la semaine dernière, Nicolas Dupont-Aignan tenait d'ailleurs à ce propos vraiment... il a tenu des propos très étranges. Est-ce que vous pouvez dire oui ou non une bonne fois pour toutes? Est-ce que cette pratique existe? Mais on ne peut pas imaginer ça une seconde. C'est strictement faux. Monsieur Dupont-Aignan, c'est un homme politique, mais c'est pas possible. Tout simplement pas. Moi, j'ai jamais vu ça en 26 ans de carrière. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est impossible. Ça, c'est des conneries. C'est impossible. C'est une légende urbaine. Les deux, laisser faire et infiltrer. Mais bien sûr, je peux vous le garantir. On ne va pas décemment laisser les personnes commettre des exactions sans pouvoir réagir. Notre boulot, nous, c'est de réprimer les infractions, les crimes et les délits. Et comment vous expliquez que c'est plus efficace envers les manifestants qu'envers les casseurs, dont très peu se font avoir? Vous savez, les casseurs, les types Black Box, qui sont des professionnels de la guérilla urbaine, qui font ça d'ailleurs dans toute l'Europe, oui, mais depuis le temps, sont très rodés. Ils s'immiscent au sein des cortèges et souvent, vous avez des manifestants. Il y a des phénomènes d'entraînement. Attention, la plupart des personnes que nous mettons en garde à vue qui agressent ou lancent des pavés sur les forces de l'ordre, pour la plupart, beaucoup d'entre eux maintenant, n'ont pas de casier. C'est une première infraction. D'accord. Et ça, nous déplorons. On a peur un peu de ce phénomène d'entraînement qui est un peu inquiétant. Karim. Rocco, je pense que les Français ont un sentiment ambivalent dans leur rapport à la police. Dans leur immense majorité, je pense qu'ils font preuve de compassion sur la difficulté qui relève de l'exercice de votre fonction. Je pense aussi. Ils sont conscients que vous n'avez pas les effectifs ni les moyens matériels d'exercer votre métier dans les meilleures conditions. On sait qu'il y a 26 millions d'heures supplémentaires impayées, que parfois sur les manifestations, vous avez été obligé d'aller acheter sur vos deniers personnels le matériel de maintien de l'ordre. C'est encore le cas. Que vous n'êtes pas suffisamment doté en effectifs, que vous êtes sur tous les fronts, que vous avez 3 week-ends sur 4 où vous êtes dehors du matin au soir. Je pense que les Français ont conscience de ça, Rocco. En même temps, il y a un doute qui s'est installé dans la tête de nos concitoyens sur le sentiment d'impunité chez ceux au sein de la police nationale, une minorité, sans aucun problème, qui bafouent les codes de déontologie, qui ont fait état de dérive, qui n'ont pas respecté les règles fondamentales dans l'exercice d'une fonction qui est noble. On a des gens qui ont été éborgnés, des mains qui ont été arrachées, parfois des gens qui ont été agressés, alors qu'ils ne représentaient aucun danger pour les forces de l'ordre. Je pense qu'il y a des images qui ont semé le doute dans les esprits parce que ces images-là n'étaient pas suivies de sanctions évidentes pour les fonctionnaires de police qui avaient bafoué ces codes de déontologie. Alors j'ai une question très claire. On a une instance qui s'appelle l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui est en charge, sur le plan administratif, pas judiciaire, que les choses soient claires, parce qu'il y a un parquet sur le plan judiciaire, de traiter les cas de bafouement et de dérive, de non-respect au code de déontologie. Simplement sur l'année 2009, Rocco, 313 cas ont été remontés à l'IGPN. À ce stade, on est au mois de janvier, fin janvier 2020, il n'y a pas de sanctions qui sont tombées. On nous explique que les enquêtes sont en cours, 313 enquêtes en cours. Et quand on regarde les années antérieures, il y a des faits évidents qui stipulent qu'il y a des enquêtes qui ont été oubliées, des cas qui ont été un peu enterrés. Alors après, il y a des chiffres aussi. Il y a 2500 plaintes environ qui remontent à l'IGPN, il y a 500 sanctions qui tombent par an. C'est pas rien. Mais quand on voit le degré de violence qu'il y a eu parfois, on se dit, avec des images évidentes, pourquoi les enquêtes administratives sont si longues? Quand, pour autant, quand un manifestant dérape, en temps réel, on est capable de lui faire une comparution. Est-ce que vous ne pensez pas, Rocco, que dans l'esprit de nos concitoyens, une IGPN indépendante,
qui ne serait pas sous l'égide du ministère de l'Intérieur, qui ne serait pas composé uniquement de fonctionnaires de police, car c'est le cas aujourd'hui. L'IGPN est sous l'égide du ministère de l'Intérieur, est composé de commissaires et d'officiers de police. En gros, on a l'impression que c'est la corporation qui, entre elles, se protège. Et ce sentiment-là sème le doute. Un doute qui est malsain, un doute qui ne fait pas de bien à la police républicaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une IGPN indépendante où on intégrerait des avocats, on intégrerait des experts de la sécurité qui ne seraient pas des fonctionnaires de police et où on statuerait plus vite sur les cas de dérive au code de déontologie? Est-ce que ça, vous seriez d'accord en tant que syndicaliste? Alors, 2 points. Déjà, sur l'IGPN, il faut savoir comment elle fonctionne. L'IGPN, elle a 2 rôles. Elle a un rôle d'audit sur l'organisation des services et un rôle de contrôle sur la déontologie. Elle est saisie, peut être saisie. Elle peut être saisie d'ailleurs depuis 2013 par n'importe quel citoyen en ligne. Ensuite, elles instruisent les affaires. Soit il y a un classement sans suite, soit c'est une sanction dite administrative, et quand c'est un délit, quand c'est judiciaire, elle saisit le parquet. Donc l'IGPN travaille sous le contrôle du parquet. Je vous livre un élément statistique important. Sur toutes les sanctions disciplinaires, sur toutes les procédures disciplinaires de la fonction publique d'État, sur la police nationale, elle ne représente que 7% en volume de procédures disciplinaires. D'accord. Et 65% de collègues sanctionnés dans la police nationale. Donc, vous savez, quand un collègue passe l'IGPN, moi j'y suis allé 3 fois, la veille, la nuit, il dort pas. Elle est intraitable avec ses policiers. Ou contre les structures indépendantes. Par contre, justement, j'y viens. Pourquoi pas, je dirais, simplement qu'il faut bien le border. Parce que le risque, c'est de voir, si vous faites, il faut faire très attention, il faut des professionnels, des personnes qui connaissent bien la police nationale, leurs conditions de travail, des experts. Parce que le problème, c'est que si vous mettez, entre guillemets, n'importe qui là-dedans, vous pourrez avoir des personnes qui ont des a priori déjà sur la police nationale, et là, ça ne sera pas équitable. Normal, voilà. Bien sûr. Donc vous ne seriez pas contre en tant que syndicaliste, vous êtes un syndicat majoritaire. Mais c'est très intéressant ce que vous dites là ce soir, parce que c'est une grande avancée, je peux vous dire, dans la paix, de la recherche d'une paix et d'une concorde, il y a beaucoup de confiance retrouvée entre nous les citoyens et notre police. Sous réserve que ce soit bien bordé. Bien sûr, il faut que chacun fasse des propositions. propositions. Espérons que M. Castaner nous entende ce soir et s'empare de cette proposition.